Ce bombardier moyen à long rayon d'action, le Junker 88, équipé de ses deux moteurs Jumo V12 de 1400 chevaux chacun, fut l'un des rares appareils de cette époque à traverser le second conflit mondial sans s'être fait remplacer, ce qui démontre bien sa grande fiabilité et sa grande polyvalence. Entré au service actif dès 1939 dans la Luftwaffe, il restera en première ligne durant toute la guerre. Il était l'appareil à tout faire. Bombardier en piqué, bombardier horizontal lors des torpillages de navires, il était l'un des tout premiers à être équipé de radars pour opérer lors de missions de nuit. Sa rapidité et sa grande maniabilité le rendaient très apprécié de ses 4 membres d'équipage. D'une envergure de 20,8 m par 15 de long par 4,80 m de haut, celui-ci avait une autonomie de 2730 km pour 470 km/h de moyenne. Ce Junker 88 est le sujet de notre 3e tuto de cycle de plongée. C'est à Marseille qu'il vous faudra venir pour découvrir cette magnifique épave. C'est sur le site prestigieux du Grasme que l'équipe Sentinelle Littoral a rendez-vous avec la structure familiale de Christophe Rambaud pour nous faire découvrir spécialement cette épave de Junker. Celle-ci s'avère être la mieux conservée de la côte méditerranéenne française. L'histoire de ce Junker reste à ce jour très incertaine. Ce que nous connaissons des missions et de ces types d'appareils dans la région est qu'ils avaient à charge la présence et la reconnaissance armée en mer, ainsi que la chasse anti-sous-marine, mais surtout la destruction des convois et des navires alliés qui ravitaillaient les côtes nord-africaines, puis les côtes italiennes à la fin du conflit. Ces vols à basse altitude, à quelques mètres seulement au-dessus de la mer, ne permettaient aucune défaillance matérielle. La moindre perte de puissance d'un moteur et c'était le crash assuré. Vraisemblablement perdu en mer le 17 janvier 1943, avec ses 4 membres d'équipage âgés seulement de 19 ans, officiellement suite à une panne moteur, et dans les faits, seul le corps du mitrailleur sera repêché 3 mois plus tard sur une plage marseillaise. Cet amérissage forcé engloutira le bimoteur et l'histoire de ces 4 hommes par moins 53 mètres de fond. C'est en septembre 89 que Luc Vandrel en deviendra l'inventeur après l'avoir déclaré aux autorités. Celle-ci fut trouvée en plein milieu de la baie du Grand Soufre, entre l'îlot de Tiboulane de Ratonneau et la pointe de la Luc au Frioul. Cette plongée n'est envisageable qu'à partir des niveaux 3 et si possible équipée d'une déco. Elle ne peut pas être pratiquée par Mistral ni par vent du sud. Par contre, elle peut devenir une plongée de repli par un léger vent d'est car le Frioul la protège. Le site est d'une visibilité souvent moyenne, mais par beau temps, l'épave se dessine à partir de 30 mètres. L'endroit n'est pas réputé pour être fréquemment sujet au fort courant, mais restez tout de même vigilant. À la première apparition, c'est une masse compacte qui nous saute aux yeux. Ce qui nous interpelle, c'est de constater que la queue de l'appareil est arrachée et plaquée contre l'aile droite de celui-ci. Après son crash en mer, l'épave était signalée à peu près à 3 minutes de vol de la position actuelle connue. C'est un chalutier qui le captura dans ses filets. Celui-ci était suffisamment puissant pour déplacer les 12 tonnes de l'appareil, et c'est donc celui-ci qui produisit la rupture de la queue. Il le ramena ainsi le plus près de la côte, tel le préconise la procédure habituelle dans ce cas de figure. Ceci permet aux pêcheurs de rembobiner un maximum de câbles avant le largage de l'objet découvert, avec l'outil de pêche à une profondeur accessible pour les plongeurs en permettant éventuellement de récupérer ce qui peut encore l'être. La faune habituelle vivant sur le Junker est avant tout une énorme masse d'antia qui enserre complètement l'épave, suivie des rougets, mostelles, congres, murènes, et éventuellement, si vous avez de la chance, quelques mola-mola. Pour les crustacés grands classiques des épaves d'avion, cherchez les langoustes au niveau des blocs moteurs et les homards sous les ailes.
Face au mystère historique que représente cette épave, de nombreuses observations ont été menées, mais à ce jour, les conclusions qui ont pu en être tirées ne font pas vraiment avancer l'affaire. Parmi elles, on peut constater l'absence de verrière coulissante au niveau du cockpit arrière, mais également sous celui-ci, la présence d'un logement retrouvé ouvert et destiné à y entreposer le canot de sauvetage qui en est absent. On retrouvera également quelques impacts de balles disséminés un peu partout sur la carlingue. Point quelque peu étonnant, c'est l'absence de mitrailleuse frontale disposée à l'avant du cockpit, montée généralement en série sur ce type d'appareil. Cette épave semble être très appréciée des pêcheurs locaux, en attestent de nombreux appâts disséminés un peu partout sur les ailes, composés de petits cailloux ficelés à une moule. Bien entendu, parmi toutes les recherches évoquées, la première s'était dirigée sur les plaques d'identification comportant les numéros de série de l'appareil situés au niveau des trains d'atterrissage, au niveau des passages de roues, mais malheureusement, celles-ci furent rendues illisibles à cause de la corrosion. Ainsi, la mer restera la seule témoin de l'histoire de la folie des hommes.